Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre exclusivement féminine. Je suis ravie d'accueillir deux jeunes femmes qui sont extrêmement présentes dans le monde de la performance, de la lecture, de la poésie. Donc j'ai nommé Stéphanie Vauvort qui vient de sortir un incroyable recueil de poésie qui s'appelle Frénésie au castor astral, qui sont avec nous aussi aujourd'hui. Et donc tu es poétesse, hein. Stéphanie, tu es poétesse, écrivaine et performeuse. Tu as fait du droit, du théâtre et le master de création littéraire à Paris 8. Et avec des étudiants, vous avez créé ensemble le collectif Le Crachoir. Tu pourras peut-être nous le présenter. Et donc Frénésie, c'est le titre de ton premier livre, on va y revenir. Claire Zirdi, bonjour. Pareil, je suis vraiment ravie de t'avoir avec nous. Donc ce que je précise, c'est qu'il y aura une petite demi-heure d'échange. Et puis ensuite, vous allez performer toutes les deux une lecture du texte de Stéphanie. Tu viens aussi du monde de la poésie. Aujourd'hui, tu fais du stand-up principalement. Et tu es principalement comédienne. Oui, moi, en vérité, je fais du stand-up. J'ai même proposé de faire des blagues. Ils ont dit non, surtout pas. Non, c'est tout le contraire ce qui s'est passé. C'est moi qui ai dit non. Bref, je suis humoriste aujourd'hui, mais mon parcours est un peu particulier, comme beaucoup de parcours. Avant d'être humoriste, ça fait 3-4 ans que je fais ça. Mais avant ça, je faisais des scènes de poésie. J'écris des poèmes que je dis sur scène. J'ai jamais publié. C'était ma manière de les publier, mes poèmes, de les faire exister sur scène. Et donc j'ai été comédienne aussi pendant une dizaine d'années, voilà. J'ai joué dans des pièces d'auteurs vivants. Pardon, je suis un peu dans mon travers d'humoriste. Je regarde les gens, j'attends les rires. Ça ne marche pas, c'est un bide. Bon, à vous. Tu laisseras ce soir. Oui. Alors c'est la poésie qui vous a réunis toutes les deux. Et Stéphanie, on va revenir sur ton recueil. Et donc, alors il est préfacé par le poète haïtien Jean d'Amérique. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure. C'est un recueil de plusieurs textes poignants, urgent, où on sent une colère, un besoin d'en découdre aussi, qui parle de choses aussi diverses que le capitalisme, le fossé, les injustices sociales ou la zone grise du consentement, avec un texte particulièrement fort je trouvais pas personnellement, qu'on trouve en fin de recueil. Alors, il y a plusieurs adjectifs que j'ai trouvés sur le net pour décrire ton recueil. Effervescent, incandescent, contemporain. Alors, les adjectifs dithyrambiques ne manquent pas pour décrire ce premier recueil poétique. On va y revenir. Ma première question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a amené à la poésie, sachant que j'ai lu quelque part que tu écris depuis toute petite? Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Ça fait trop plaisir. Alors, qu'est-ce qui m'a amenée à la poésie? Donc, vous allez le voir très vite. C'est le fait que je suis très mauvaise pour l'oralité et ne sachant pas m'exprimer. Je vois Claire qui dit non de la tête. J'avais quand même envie de pouvoir prendre la parole qui était la mienne. Et donc, j'ai trouvé le truchement de l'écriture pour ça. Mais tu dis aussi tes poèmes à l'oral, non? Oui, mais justement, ils ont été écrits avant. En amont. Oui. Alors, donc tu écris depuis toute petite. Tu as écrit des premières poésies à 5 ans, c'est ça? Oui, mais les trucs de quand on est petit et qu'on raconte des histoires de chevaliers et tout, des choses comme ça. Mais aussi, en fait, j'ai ma petite sœur qui est autiste et qui ne parle pas du tout. Du coup, à la maison, c'était vraiment un luxe de parler. Et très souvent, en fait, pour l'intégrer, on ne parlait pas parce que très vite c'était excluant pour elle et ça l'a ramené au fait qu'elle elle ne pouvait pas faire ça. Du coup, moi je me suis aussi réfugiée dans l'écriture parce que c'était ma manière de m'exprimer et que c'était pas justement la parole, ce qui est toujours très gênant parce que ma sœur elle ne dit vraiment que des syllabes et du coup je pouvais pas avoir des conversations avec mes parents parce qu'elle comprenait pas, etc. Et puis c'est très frustrant pour elle même d'avoir quelqu'un qui raconte sa journée à l'école et tout quand elle a tant de choses en elle qui ne peuvent pas sortir. Mais on sent que tu te fais la voix en lisant
tous ces textes, on sent quelque part que tu fais la voix de ceux qui n'ont pas la voix, justement. Et ça peut être aussi la voix de femmes qui sont opprimées. Voilà. Je ne sais pas ce que le jour, justement, du droit des femmes représente pour toi. Est-ce qu'il a une signification particulière pour vous deux, d'ailleurs, hein? Est-ce que c'est un jour en particulier pour vous ou c'est un jour comme un autre? Oh bah non, enfin, en tout cas pour moi c'est un jour très important. Ouais. D'ailleurs à la fin je lirai des extraits d'une tribune MeToo sur le milieu littéraire qui a été rédigée hier, enfin pas rédigée hier mais publiée hier dans Le Monde. Et alors moi je me fais pas la voix des gens qui parlent pas, mais j'essaie de tout mettre en œuvre pour que ces personnes-là puissent porter leurs propres paroles. Et en l'occurrence ma narratrice, elle, justement, elle n'aurait pas le luxe de pouvoir écrire un livre, être publiée et avoir accès à tout cet univers-là. Donc, pour moi, c'est aussi important de me dissocier en tant qu'autrice de mon personnage parce que, clairement, elle n'a pas du tout ce privilège que moi, j'ai pu avoir. Alors, je ne sais pas si tu veux peut-être... Non, enfin oui. Rien à faire du 8 mars. Je sais pas quoi dire du 8 mars. Non, Tu es vêtue de rose déjà? Moi, oui, je suis habillée en rose, mais c'est parce que j'aime cette couleur. Et puis parce que surtout, c'est le recueil de Stéphanie. Et tout. Bon, bref. Non, arrête d'essayer de faire des blagues. Non, si, évidemment, c'est important le 8 mars. C'est important. Je pense que la chose la plus importante encore, c'est de continuer à... le combat. Et puis à prendre la place, à parler comme on le fait maintenant. C'est voilà, continuer à s'exprimer et à oser malgré tout. Oser prendre la place aussi. Ouais. Oui, c'est ça. Avec Claire aussi, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Poétesse Gang, avec d'autres camarades, notamment Camille qui est là-bas. Et c'est un groupe de poétesses des femmes et des personnes non-binaires qui s'est créé parce qu'on voulait vraiment mettre en place une sororité face à ce milieu poétique où parfois, très souvent, on ressentait du sexisme, on se sentait un peu seul dans la manière de vivre ça et dans nos pratiques. Alors on va en parler justement de la forme de ton récit. Quand on dit poésie, dans l'imaginaire commun, on pense à Baudelaire, on pense à des vers, on pense à Hugo, on pense en tout cas à quelque chose de très classique et de très carré, dans le sens mathématique presque. Or, depuis quelque temps, il y a une forme de mouvement, d'oralité, quelque chose d'urbain presque. Et ton recueil en est un exemple parfait. Comment est-ce que tu te positionnes? Alors, le festival s'appelle Effraction. Dans la préface, il y a le mot effraction. Toi-même, tu l'utilises dans tes textes 3 ou 4 fois, je crois. Est-ce que tu sens qu'il y a une effraction que tu fais par rapport justement à ce monde un peu classique dans l'imaginaire collectif qui est de la poésie? Alors moi, je ne savais pas que masculin. j'étais poétesse avant qu'un éditeur de poésie me propose de publier, donc du coup... Mais à la base, ce que je cherchais, c'était une liberté dans l'écriture. Il se trouve que moi, je lis beaucoup de théâtre et j'écoute beaucoup de rap. Donc je pense que du coup, j'ai une langue assez narrative et en même temps qui a des choses qu'on rattache à la poésie. Mais c'est vrai que je ne me préoccupe pas vraiment de comment les institutions définissent la poésie, des clichés qu'il peut y avoir dessus. Tu me disais, par exemple, hier, tu me disais qu'il y avait beaucoup de jeunes qui te contactaient sur les réseaux sociaux pour te dire à quel point ils comprenaient enfin cette poésie. Oui, j'ai découvert qu'il y avait des filles qui avaient acheté mon livre via TikTok et tout, et elles me disaient « Ah, c'est trop cool, madame, on comprend. » Et oui, j'étais ravie. Mais c'est vrai que souvent, on se dit que la poésie, ça va être quelque chose avec des métaphores imbitables et tout, ou avec des sujets qui ne nous parlent pas, ou en tout cas qui parlent à certaines personnes ou qui sont très éthérées, ou c'est que des choses par rapport à la nature, tout ça. Moi, quand j'ai commencé à poster des textes qui parlaient du travail, par exemple, on me disait mais on ne fait pas de la poésie sur l'open space, ou de Candy Crush, ou de la télé-réalité. On me disait mais ça, c'est pas des sujets nobles. Et la poésie, ça, il faut quelque chose qui convient aux gens qui ont l'âme élevée, donc il faut parler de grands sentiments, etc. Or, il y a
plein de grands sentiments aussi dans les choses de la vie courante. Et c'est vrai que moi, ça m'a amusé de poétiser le quotidien, le populaire, ce qui était considéré comme vulgaire, parce que c'est ça qui faisait ma vie. Et du coup, comme c'est aussi ces choses-là qui font la vie de plein de jeunes femmes, elles se reconnaissent là-dedans et elles sont plus proches peut-être de ce que je fais que de Ronsard, ce gros sexiste-là, l'on voit mignonne la rose et puis comme elle veut pas de lui, tu vas vieillir et flétrir. Bon, voilà. Fatalement, on n'a pas envie d'aller en librairie à acheter plein de choses comme ça. Mais il y a aussi une part de l'enseignement, c'est ça que je veux dire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient super et qui m'ont vraiment donné goût à la littérature. Mais il y a beaucoup de gens pour qui, finalement, ça n'a pas marché et ça leur renvoie soit à l'échec scolaire, soit au fait qu'ils se sont dit qu'ils n'avaient pas les codes, soit que c'était pas pour eux parce qu'ils n'ont pas réussi à faire le lien entre le texte et leur propre vie, soit que la langue était tellement éloignée de la leur qu'ils se disaient mais on n'aura jamais notre place là-dedans fatalement. Donc moi je trouve ça bien aussi qu'on puisse éditer des gens un peu qui ont mon profil et qui vont décomplexer certaines personnes par rapport aux inhibitions dans le fait d'écrire. Comme quoi la poésie parfois peut être... c'est-à-dire que l'inhibition vient aussi du fait que la poésie peut être... certains peuvent se dire c'est pas pour moi et donc se sentir complexés par rapport à ça. Je sais pas si tu veux réagir, Claire. Oui, tout à fait. C'est un peu le cliché c'est le mauvais côté c'est l'idée qu'on a de la poésie comme quelque chose dans les nuages, un peu de pas concret, de cérébral, alors que c'est très vivant. Moi, c'est pour ça que je suis allée et qu'on s'est rencontrés aussi comme ça en performant sur des scènes parce que j'avais besoin de faire entendre les mots et de les entendre. Physiquement, les mots sortent des corps, quoi. Et c'est vrai que la lecture, ça crée un petit peu ce truc d'oublier la réalité de ce qui est transporté par la poésie. Et c'est de la chair. Oui, mais c'est vraiment un cliché parce que par exemple Rimbaud, quand on lit Une saison en enfer, c'est très révolutionnaire. Le mec il est là, on n'est pas. Donc en soi, on n'a pas attendu des auteurs contemporains pour qu'il y ait ces choses-là. C'est pour ça que pour moi il y a vraiment un problème dans la transmission de l'idée de la poésie. Donc pour toi, en fait, tu es en train de dire que justement les Rimbaud, etc., par rapport à leur époque, c'était des révolutionnaires. Mais complètement, oui. Mais même par rapport à notre époque. Moi, j'adore Claudel. Et vraiment, quand j'ai commencé à lire Claudel, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce rythme? Le gars respecte rien et tout. Il s'est affranchi des codes, etc. Donc... même les gens qui sont passés à la postérité, souvent de leur temps, en fait, on les considérait pas comme des héritiers bien gentils de la tradition, etc. Du vers en 12 pieds, etc. Alors, tes références sont très classiques pour le coup. Est-ce que tu peux nous en parler? Il y a Mallarmé, il y a Claudel, il y a Rimbaud, il y a Peggy et tout. Moi, j'ai fait moi, j'ai fait du théâtre, donc du coup, j'ai étudié ces auteurs-là. Et c'est vrai que ce sont eux qui m'ont donné goût à la langue parce que je trouve qu'il y avait une grande liberté en fait dans leur manière de s'emparer des mots. Effectivement, une grande oralité. Aujourd'hui, on lit pas du tout de théâtre, ce que je trouve fort dommage. Mais en vrai, ça se lit complètement. Et du coup, je trouve que là-dedans, on retrouve un peu mon écriture. On sent que ça m'a vraiment imprégné parce que à la fois on est dans de l'écrit, mais à la fois c'est fait pour être dit. Donc effectivement. Puis après, moi, j'ai des parents qui sont très classiques. Donc dans ma bibliothèque, il n'y avait que des vieux blancs. Donc moi, j'ai grandi avec ça et j'ai découvert après qu'il y avait d'autres auteurs. Mais moi, j'ai un père noir qui voulait s'intégrer et qui avait la haine de son pays d'origine. Donc du coup, j'ai pas du tout de double culture. Donc lui m'a vraiment fait étudier, voilà, et ma mère... Les profs de philo. C'est ça. Ouais. Et ma mère, pareil, lisait Monterland et tout. Donc moi, j'ai grandi avec toutes ces références-là et c'est ces gens-là qui m'ont donné envie d'écrire, même si aujourd'hui, je reconnais aussi leur côté problématique. Mais chez moi, j'ai voulu faire une étagère des bâtards en rangeant, en faisant tous les auteurs problématiques. Je me suis dit, je vais les mettre. Donc en fait, au final, il y a 3 étagères. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 70% de mes auteurs préférés qui étaient dedans, quoi. Donc, du coup... c'est quoi un auteur bâtard, du coup? Les pédophiles, les gens, Monterland, Calafer, Gide, Céline, voilà. Donc, et donc, par contre, moi, je suis pas du tout pour les censurer aujourd'hui, mais c'est vrai que petite, moi, j'ai absorbé ça toute seule avec
pas de distance, quoi. Donc je trouve que par exemple le préfacé, ça pourrait être intéressant de faire ça aujourd'hui. Même la comtesse de Ségur, moi j'étais à fond petite et tout, et il y avait des passages quand même très racistes, et je savais pas quoi en faire. Donc c'est toutes ces choses-là, mais moi, j'ai su récupérer du bon de ces auteurs, donc je ne suis pas du tout pour la censure ou pour les interdire. Après, je trouverais ça bien que dans l'enseignement, par contre, on ait aussi quelque chose de plus éclectique. Par exemple, les anglo-saxons, moi, je passais un an à Londres et ils se moquaient de moi parce qu'on n'a aucune culture littéraire internationale, nous. On est vraiment sur les Français, et donc on pourrait aussi se dire tiens, on fait étudier Anthony Morrison et tout, pour refaire les programmes. Mais ouais. Alors, votre rapport à toutes les deux à la poésie, justement, est-ce que c'est une expression par rapport à l'écriture d'un livre ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'il y a plus de liberté dans le fait d'écrire de la poésie, ou est-ce que non? Enfin, qu'est-ce que vous y gagnez, en fait? Oui, alors moi, qu'est-ce que j'y gagne? J'ai choisi la poésie parce que je trouve que ça donne plus de liberté, même dans le format. J'ai envie de dire quelque chose là sur l'instant, je vais y passer quelques heures et je vais écrire un poème. Alors que le roman, c'est plus d'engagement. Pour moi, et là, il y a vraiment une liberté de sujet, de partir d'une idée pour une chose et demain écrire autre chose. Moi, au départ, c'est vraiment ça qui m'a plu dans la forme poétique. Et évidemment, la possibilité de mettre des mots ensemble qu'on met pas d'habitude. On dirait que ça n'a pas de sens, mais là, oui, ça en a. Et c'est vraiment pour moi l'expression chaque auteur, chaque autrice qu'on lit, c'est comme entendre sa voix à travers son rythme, son flow. Il y a vraiment toutes ces informations-là qui sont dans l'écriture. Quoi. Ouais. Tu partages Oui, tout à fait. Après, par rapport au roman, c'est vrai que moi, je fantasmais le fait de pouvoir travailler 10 ans un livre, ce qui est complètement impossible aujourd'hui, quoi. Et par exemple, Flaubert, il passait des fois une après-midi sur un adjectif, qui fait ça aux personnes. Mais même les éditeurs, moi j'ai fait un master de création littéraire, et c'était là, ouais, dans 2 ans, il faut que tu sortes ton truc. Et tout. Et puis c'est une société où en ce moment on demande des livres courts. Voilà. Et c'est vrai que pour certaines personnes comme moi, c'est très frustrant. Et du coup, la poésie, comme un poème, on peut quand même y passer du temps, mais ça reste un format qui est court et tout. Je trouve qu'on se réconcilie un peu avec ce truc-là. C'est-à-dire que ça permet vraiment d'être dans le travail et pas tout le temps dans le premier jet. Et en même temps, de pouvoir survivre économiquement quand on est autrice, parce que dans une société où on nous demande de produire. Oui, je comprends. Alors, La bouche fardée de Gloche, je suis venue brûler la ville. Alors, c'est le sous-titre. Mais oui, tout le monde pense que c'est le titre. Non, c'est le sous-titre parce qu'il s'appelle Frénésie. Voilà. Et c'est effectivement frénétique. Il y a des punchlines incroyables comme celui qui est sorti. La punchline, c'est la poésie qui est magnifique, qui est. En fait, tu mélanges les genres et c'est ça qui est extraordinaire et on trouve ça beau. On n'écrit pas. On écrit avec ses entrailles, pas avec un stylo. Et effectivement, on sent que tu écris avec les entrailles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as travaillé ces textes, comment tu as travaillé ces textes? Parce qu'on a le sentiment qu'ils ont été écrits en une fois. Tu parlais d'une après-midi. On a le sentiment que tu les as criés et qui sont tombés sur le papier pratiquement. Comment tu as travaillé ces textes-là? Alors à l'époque, parce que là quand tu m'as présenté, tu as dit les tafs chouettes que j'ai fait, mais en réalité j'ai fait 1 milliard de boulots et plus merdiques les uns que les autres, et tout ce qu'on appelle les bullshit jobs. Et à un moment je bossais dans une centrale d'appel et c'était juste infâme. Et le truc qui m'a sauvée, c'est d'écrire dessus. Parce que j'ai relu Sa Majesté des Mouches en même temps et je me suis dit non, mais là, en fait l'open space c'est vraiment une micro-société avec des rapports de pouvoir, des enjeux et tout. Il faut essayer d'en faire un truc ludique et essayer de faire un projet au-dessus de ça, sinon tu vas partir en arrêt maladie ou faire je sais pas quoi. Et du coup à l'époque j'étais vraiment frustrée, j'arrivais pas à penser, j'arrivais pas à me concentrer, le boulot me paraissait complètement. Et c'est là que j'ai commencé à faire plein de textes qui sont un peu dans cette veine-là.
Et puis, c'est vrai que comme vous l'avez tous constaté maintenant, je m'exprime très mal. Du coup, pour moi, c'est un peu une nécessité d'écrire parce que sinon, je ne parle pas. Donc voilà. Tu t'exprimes comme tu t'exprimes et c'est très beau aussi. Et c'est pas, y a pas de... Non, mais c'est vrai. Non, mais elle s'exprime bien. On peut le dire, s'il vous plaît. Donc, alors, Frénésie, le titre, j'imagine, t'es venu assez rapidement. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux aussi nous parler rapidement, sans trop spoiler, les sujets, parce que en fait, tu dénonces, tu portes un regard très acéré, mais très poétique aussi sur la société d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler de 2-3 sujets que tu as abordés ici? Oui, alors évidemment, il y a le capitalisme, il y a tout ce qui est les classes sociales, le mépris de classe, ce qui est considéré comme vulgaire. La personne, c'est quelqu'un qui subit le classisme, qui se retrouve aussi dans une entreprise, sachant qu'elle n'a aucune possibilité d'évoluer parce qu'elle n'a pas réussi à se concentrer pour avoir plus que son brevet. Elle a tenté un CAP fleuriste, mais bon, ça n'a pas marché. Et du coup, c'est aussi comment on vit quand on a ces cartes-là, quoi. Donc je parle beaucoup de ça. Je parle aussi effectivement de la zone grise du consentement, en fait le bouleversement qu'a été MeToo. Moi j'ai trouvé ça fabuleux. En même temps, pour avoir fait des boulots, on est en bas de l'échelle. Finalement, on l'a pas trop vu, quoi. On l'a pas trop perçu. En termes d'effets concrets. Donc ça raconte aussi cette chose-là. C'est une femme qui est en train de devenir adulte, donc c'est tout ce parcours un peu non initiatique, parce que bon, sa vie, elle offre pas des portes incroyables, mais justement, qu'est-ce qu'elle fait du peu de cartes qu'elle a et comment elle fait ça. Son rapport aux hommes, c'est des gens qui ont été matrixés par le porno, par des codes qui voilà, sont pas les nôtres et qui n'ont pas la possibilité d'accéder au fait de lire Judith Butler et puis après de connaître la culture queer et de s'affranchir de ça, parce qu'elle peut même pas se concentrer pour lire une notice, quoi. Et moi j'ai eu plein de potes comme ça du boulot, par exemple, ils m'ont dit c'est pas contre toi, hein, mais franchement ton livre on va le lire en 5 ans parce qu'on n'arrive pas à se concentrer et c'est angoissant et ça nous rappelle l'échec scolaire et tout. Donc ça parle de toutes ces choses là. Et la zone grise du consentement, c'est aussi par rapport aux hommes qui, les hommes qu'elle côtoie, pour certains ne savent pas aussi comment ça fonctionne et comment ils doivent s'en sortir avec leur virilité et tout. Et ça donne des scènes qui ont l'air glauques, mais il y a aussi de la tendresse, des trébuchements, une hésitation et tout. Et d'ailleurs, il y a des scènes très intéressantes parce que je trouve que les gens les interprètent pas du tout de la même façon. Il y a un texte, j'ai une prof, elle avait trouvé ça hilarant, alors qu'une copine m'avait dit, c'est Scream, une copine m'avait dit mais c'est un viol. Il y a un gars qui m'avait dit moi ça m'a excité. Donc il y a plein de lectures différentes, mais c'est ce que je trouve chouette parce que pour moi un livre ça se fait à plusieurs en fait. C'est-à-dire que c'est une rencontre. Enfin moi je sais que c'est pas didactique ce que je fais, je pose plutôt des questions et c'est toujours super intéressant d'avoir des retours parce qu'on voit comment les gens se sont emparés du texte et finalement quel imaginaire ils ont projeté dessus et ce qu'ils ont fait de cette scène-là qui parfois m'échappe totalement et je trouve que c'est ça qui est formidable. En fait c'est quand il y a vraiment un dialogue. C'est assez incroyable justement les interprétations. On en parlait juste avant. Moi j'ai trouvé poignant. Il m'a écorché ce texte-là. Qu'on puisse le trouver hilarant, c'est quand même. Oui, honnêtement, dans la promo, quand on avait dit que c'était très drôle, mais voilà, chacun le. Chacun le. Donc oui. Excitant, c'est pareil. Ouais, c'est vrai. Moi, je me disais ah bon. Mais. Il nous reste quelques minutes. Un petit mot sur la préface et le poète. Oui, Jean d'Amérique, un grand poète haïtien qui a fait une préface encore mieux que le livre. Moi, c'est ce que je dis, si vous ne voulez pas acheter pour le contenu, il faut vraiment l'acheter pour la préface. D'ailleurs, c'est horrible parce que quand la préface est géniale, après, je sais qu'une fois, j'étais allée voir un concert de Carla Bruni, ne me jugez pas, on m'avait offert les places. Et juste avant, il y avait Angela McCluskey, qui est une chanteuse incroyable. Et après, tu pouvais pas écouter Carla Bruni, quoi. Et donc, Jean, il m'a fait un peu un truc comme ça. Mais la préface est magnifique. Et justement, on voit comment lui s'est emparé du texte aussi, ce qu'il en a fait. Je trouve qu'il y a vraiment nous deux dans cette belle préface.
Alors, n'écoutez pas ce qu'elle dit parce qu'elle est vraiment brillante. Et, non, c'est vrai, tes textes sont brillants. Peut-être, alors, il faut juste aussi savoir qu'il y a des pages où c'est écrit un peu en format manuscrit. Comment ça a été décidé, ça? Je vais juste montrer, par exemple, celui-là. Juste le premier qui me tombe dessus. Alors ça, c'est moi, comme je trouvais que ça allait avec le personnage qui était aussi justement à la frontière avec l'âge adulte et qui avait un côté voilà, assez enfantin, peut-être aussi un peu brouillon. C'est pas mon écriture, donc et moi je considère vraiment que finalement la publication c'est un acte collectif, donc j'ai trouvé ça chouette d'avoir une amie qui puisse écrire ses phrases et d'avoir son écriture dans mon texte et de mettre en exergue aussi certaines choses comme ça qui étaient peut-être un peu fondamentales et qui avaient vraiment un lien avec la narratrice, parce que le fait est que le livre du Castor, en fait, c'est alors il y a quelqu'un de ma maison d'édition, Maëlle, je ne sais pas où t'es, mais ne raconte pas ça. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de photos de nous, une bio de 5 pages et tout. Et moi, ça me gênait un peu parce que j'avais vraiment envie de faire exister la narratrice, vu que vraiment, il y a la narratrice et l'autrice. Moi, voilà. Et ces choses-là, ça permettait un peu de donner une écriture qui pourrait être la sienne et tout, et de la projeter. Alors juste par rapport à la bio, parce que je sais que tu es un peu critique par rapport à ça, mais par rapport à la bio, les 5 pages, personnellement, m'ont permis d'appréhender. Enfin, c'est comme s'il y avait une explication de texte derrière. Alors, elle n'est pas toujours nécessaire, on est d'accord, parce qu'on peut partir, le lecteur peut partir avec ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris. Mais pour une jeune femme que tu es, le parcours que tu as, ça dit aussi plein de choses. Et puis, je pense que ça apporte beaucoup d'éclairage sur la nouvelle forme de poésie aussi, qui, pour nous autres, peut être parfois un peu compliquée. Pour ceux qui sont novices, en tout cas dans la poésie, qui ne connaissent que la partie très classique de la poésie. On va s'arrêter là pour vous laisser le temps de la performance. 2 petites choses. Donc, il y aura une dédicace après la lecture. Vous pourrez vous procurer le livre de Stéphanie Vauvor là. Il y a un stand de la librairie, justement, du Centre Pompidou. Je vous remercie. Et juste après, il y aura justement, juste à côté, la rencontre avec Gabriella Weiner, j'espère que je n'écorche pas son nom, à 17h. Merci à tous, une très bonne journée, très bonne fin de journée, et puis bonne performance. Ouais. Vulgaire, marécageuse, constante dans mon désordre, je t'invite dans un instant de mésaventures. Ramène la tease, verse le lean, prends tes benzos, chronomètre le massacre. Je suis ta fille la plus facile. Une hit girl de Satcom. J'ai pleuré toutes mes larmes jusqu'au fin fond du ridicule. Traîné ma douleur dans un tourbillon. La bouche fardée de gloss, je suis venue brûler la ville. Je ne veux pas parler de dunes, de merles et de fleurs. Je veux te dire l'essence, le goudron, la ferraille. Sans cacher les effluves, presser mon estomac. Les jours moroses, sans honte. Je veux te dire l'odeur de l'égarement, la sueur, le vertige. Et tant pis si ça schlingue, et tant pis si ça sointe. Au-delà de nos plaies s'animent aussi les joies féroces, les ébauches savoureuses, toutes nos loyautés. À mes sœurs. C'est pour les filles dont le trait d'eyeliner est mieux tracé que l'avenir. Celles qui sont déjà ratées avant d'avoir mis un pied en grande section de maternelle. Celles qui n'ont pas su rectifier le tir et ne prononceront jamais de grands discours lors d'une remise de diplôme, comme quoi elles sont le pur produit de la méritocratie et blablabla.
Celles qui ont la flemme. Les paresseuses du fond de la classe qu'on n'a pas envie de se coltiner parce qu'elles ralentissent le groupe. Celles qui refusent de faire un stage de 80 heures par semaine car leur but dans la vie, c'est pas avoir une résidence secondaire et peut-être une autre après. Celles qui ont mal et à qui on répond qu'elles se plaignent trop, qu'il serait bon d'arrêter de s'écouter. Que ça va bien se passer. Celles qu'on interpelle dans la rue pour leur ordonner de sourire parce que c'est plus joli. Celles qui se disent souvent qu'un truc colle pas. Qu'elles sont éveillées au sein d'un rêve qui n'est pas le leur. Celles qui parfois sont tout comme sidérées dans leur tête, ont le corps qui se fige, restent pétrifiées dans leur lit et murmurent des prières pour ne pas en arriver au point de suriner dessus. Celles noyées émotionnellement. Celles chez qui la peur a tout inondé au point qu'elles ne se sentent plus capables de penser, encore moins d'écrire. Celles qui déconnent à bloc. Celles qu'on traite de candidates au viol dans la rue. Celles qui ont la cervelle rongée de haine. Celles qui matent des films d'épouvante chaque soir pour tenter d'oublier que le plus souvent l'horreur est à l'intérieur de la maison. Celles qui ne peuvent pas affronter le monde sans cacheton. Toutes celles qui sont un brasier. Vous pouvez applaudir, hein. Ma voix trépigne, se contorsionne, franchit gauchement toujours la barrière des dents. Parler correct, je sais pas faire. Les mots émergent maladroits, sans impact, ne font pas sens. Désaccordés, ils dégringolent de la langue, dégoulinent dans le brouhaha ambiant, s'achèvent en bruit sourd dans l'écho du vent. Est-ce que tu sais où vont les mots après avoir été prononcés ? Enfermée dans ma tête comme dans une maison sans fenêtre, sous des couches de fractures, de flemme, de vidéos YouTube faciles à mater, de réseaux à scroller, de rangées de diams à fracasser sur des applis, j'accueille l'abrutissement avec gourmandise. Ça sédate un peu les frénésies intérieures. Fin de compte, je dis que dalle. Je pousse mon cri en dedans. Ne pleure pas dans mes mains. Ne profane pas ma cage à coups de drame individuel. Et pourquoi faire ? Dans un monde où on trouve 27 pièces de fidget toy pour 15,87 €, 15,87 €, des jouets sensoriels en silicone à presser pour se calmer très fort. Alors pourquoi faire la rage ? Si Amazon Premium m'a indiqué tout ça en fonction de mon désir préfiguré, c'est Google qui cafte, il sait. Pour moi, pour toi, le monde entier, car en 2024, Google, c'est peut-être ce qui se rapproche le plus de Dieu. Alors, le cœur sanglé, la langue amorphe, je mordis seulement l'intérieur de ma joue. Je hurle sans voix. Est-ce que tu sais où vont les mots qui n'ont jamais été prononcés ? Ceux qu'on censure au stade de l'impulsion, qui jamais ne franchissent la gorge, perdus dans les limbes d'une pensée fugace. Les insuffisants, les moches, les malhabiles, les vulgaires, les inefficaces, les parasites, ceux qui ne seront ni entendus ni écoutés, parfois seulement pas même chuchoter en dedans de notre conscient. Non mais vous ne sentez pas obligé à chaque fois. C'est bien, c'est bien. Candy crash. Goutte jaune. Corne rouge. Cube vert. Rond bleu. Ovale orange. Crush. Augmentation de la jauge de frustration. Crush. Crush. Incontinence mentale. Crush. Engrangement de points de latence. Goutte
jaune, corne, rouge, cube, vert, rond, bleu. ovale, orange. Au sud de nulle part, j'ai jeté ma cognition pour jouer à Candy Crush. Je suis déconnecté à mon téléphone, complètement déconnecté. 2890 niveaux de béance inlassablement se succèdent. J'intervertis les éléments pour aligner les bonbons et crush. Il s'effondre. Peut-être suis-je issu d'une défaillance. Tout s'effrite et s'annule dans un infini recommencement. Les paliers enfantent des étapes et sans relâche, je cours, hamster dans sa roue. Il n'y a plus de début manifeste. Existe-t-il une amorce? Si rien jamais ne se déploie. S'il n'y a aucun enjeu, votre jauge de vie est pleine. Tapez ici pour continuer votre saga. Au lieu d'être dans la vie véritable, je me suis Candy Crashée au sud de nulle part. C'est tout gluten ici, il n'y a pas de retour en arrière. Qui pense à toi dans Candy Crush? Goutte, jaune, corne, rouge, cube, vert, rond, bleu. Qui pense dans Candy Crush? ovale, orange. Qui pense à Dieu dans Candy Crush? Merci. Merci. Il y a une définition clinique, bien sûr, avec des mots savants, mais si je devais non pas l'expliquer, ni le raconter, seulement le dire, ce serait toujours moi. Chaque jour, un peu moins, tout se réduit. Ce que l'on parvient à accomplir, ce que l'on parvient à penser, ce que l'on parvient à être. La douleur infuse. Au fur et à mesure, elle emplit tout. Le moindre de des interstices. De sa torturante délicatesse, elle ronge tes désirs, vide tes pensées. Au point qu'il ne te reste plus aucun éclat d'âme. Ton existence a désormais un goût de cendre et plus aucun mot ne parvient à t'étreindre. Tu ne peux pas l'entendre encore. C'est un très léger crépitement, mais tout à l'intérieur. Il y a un chant. Tu ne peux pas l'entendre encore. C'est un murmure au fond du fond. Une infime vibration dans ton estomac qui se tire. Mais un jour viendra, comme un printemps, une seconde. Une seconde inattendue. Une seconde entière. Une seconde de basculement. Une seconde intacte. Une seconde de vertige. Une seconde de trébuchement. Une seconde mouvante. Une seconde vivace. Une seconde déterminante. Une seconde magnifique, terrible. Une seconde d'envoûtement profond. Une seconde au reflet changeant. Une seconde d'écart. Une seconde à toi. Une seconde de doute. Une seconde de trop. Une merveilleuse seconde. Une seconde d'altérité. Une seconde qui danse. Une seconde ouverte. Une seconde plurielle. Une seconde infinie. Une seconde qui craque. Une seconde d'envol. Une seconde d'éveil. Une seconde inoubliable. Une seconde toute neuve. S'il te plaît, encore une seconde. Une seconde de grâce. Merci. Merci beaucoup. Et comme on est donc le 8 mars, je voulais vous lire un extrait donc, de la tribune qui est sortie dans Le Monde et qui appelle à un MeToo, notamment dans le milieu littéraire. Toutes, nous les connaissons toutes,
Toutes ces histoires qui circulent quand même, en dépit du silence, entre chercheuses, entre enseignantes, entre étudiantes, entre éditrices, entre écrivaines, entre artistes, collègues, amis, à l'université, dans les maisons d'édition, dans les festivals de littérature, dans le monde des arts. Des histoires comme on se donne des nouvelles des dernières victimes recensées, des dernières injustices accomplies. Face à ces crimes, face à tous ces témoignages d'injustice, nous avons le sentiment que l'omerta règne en puissance. Les agresseurs se font passer pour des victimes. Ainsi se poursuit la violence en refusant la reconnaissance. Toutes, nous les connaissons, ceux qui agissent pour le pire. Si tu parles, t'es morte dans le milieu. Ta carrière est morte. Ta réputation est morte. Morte pour de vrai ou morte pour de faux, tu es morte. Aujourd'hui, nous toutes, nous signons sans peur, en notre seul nom, un appel à l'organisation d'états généraux pour les femmes dans l'université, dans l'édition, dans la littérature. Et nous appelons nos amies historiennes, philosophes, scientifiques, sociologues, littérature, à nous rejoindre pour que MeToo Université, MeToo Littérature, MeToo Philosophie, MeToo Art, MeToo Science invente un autre monde aussi, sans déni, sans injustice, sans prédation. Merci beaucoup. Je rajouterais qu'on appelle aussi les lectrices à nous rejoindre. Et bah voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse pour la suite. Merci.